ça y est, on va pouvoir commencer. Bon, désolé, hein, les problèmes techniques avec tous les appareils qui ne marchent pas, c'était un peu la cata. Donc, on reprend. Et est-ce que tu pourrais nous mettre une image un petit peu plus... Non. Pourquoi? Plus quoi? Bah, un peu plus de lumière dans l'image. Non, on peut pas. Non. Parce que je vois rien du tout aux questions. Mais moi, je vais... Tu vois les questions? Ouais. Bon, il va nous briefer pour les questions. Donc, j'en étais tout à l'heure, on parlait de Christelle. Oui, du Et- coup, je vais me présenter. Voilà. Je m'appelle Christelle, j'ai la chaîne Om Veda Ayurveda sur YouTube. Je suis thérapeute ayurvédique spécialisée dans la nutrition et le bien-être selon l'Ayurveda. Donc j'ai été formée en France et en Belgique et j'ai découvert l'Ayurveda en Inde il y a plusieurs années. Et donc aujourd'hui, j'exerce à la fois avec du contenu de vulgarisation sur YouTube et sur mes réseaux, mais aussi en consultation, du coup effectivement alimentation et hygiène de vie. Alors moi, pour la petite histoire, je m'intéressais énormément à l'alimentation, voilà, depuis vraiment super longtemps. Et l'Ayurveda, c'était quelque chose de complètement inconnu. Et forcément, on en parle quand on fait du yoga. Donc moi, étant professeur de yoga, j'entendais tout le temps parler Ayurveda, Ayurveda. Et je me suis dit, bon, je vais quand même m'intéresser au sujet. Du coup, je suis allée sur Internet. Et puis, j'ai fait mes recherches comme d'habitude. Et je suis tombée sur la chaîne de Christelle. Et j'ai commencé à regarder ses vidéos. Et je les ai toutes dévorées. Et je me suis dit, waouh, c'est super intéressant. Et là, je me suis dit, il y a un truc à creuser là-dedans que j'avais pas encore pris conscience. J'avais déjà fait un bon chemin, j'avais déjà compris plein de choses, etc. Mais il y avait des petites choses encore qui étaient en zone d'ombre, on va dire. Et là, du coup, ça a été la grosse révélation pour moi parce que j'ai compris encore beaucoup de choses. Et surtout, ça a été expliqué d'une manière, on va dire, beaucoup plus... Il faut vulgariser un petit peu l'Ayurveda Ouais, parce que c'est c'est ça. des concepts un petit peu compliqués à comprendre quand on n'a pas du tout une De pensée orientale. C'est un petit peu comme la médecine chinoise. La médecine chinoise découle de l'Ayurveda, donc c'est vrai qu'on parle des 5 éléments, de pas mal de notions aussi en lien avec la spiritualité, etc. Donc c'est vrai que pour appréhender l'Ayurveda aujourd'hui, quand on est en France, il faut quand même beaucoup de vulgarisation et c'est un petit peu mon travail sur ma chaîne. Ouais. Alors, j'ai des questions là par rapport au son. N'hésitez pas à parler Un peu plus fort. pour qu'on vous entende bien. Voilà. Son nickel ici. J'ai eu des messages là sur le son. Ok, On va parler plus fort. Allez, micro. Ouais, il nous faut des micros pour parler. Donc voilà, donc c'était comme ça que moi je t'ai rencontré. Et puis du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, non mais attends, il y a quand même des choses là-dedans qui sont hyper intéressantes, sauf que moi après j'ai voulu prendre des bouquins. Et waouh, je me suis un peu perdue dans les bouquins parce que c'était super compliqué. Et puis donc du coup j'ai dit, bon, Christelle, je l'ai contactée, je dis, écoute, j'adore ce que tu fais parce que c'est simple à comprendre, etc. Et je lui ai proposé comme ça, je lui ai dit écoute, j'ai envie de travailler avec toi et j'ai envie d'en savoir plus sur l'Ayurveda et en même temps j'ai envie qu'on fasse une formation pour les gens et pour qu'ils comprennent l'Ayurveda de manière simplifiée plutôt que de faire une formation qui dure 7 ans, de se perdre dans des bouquins avec plein de termes qui sont très compliqués à comprendre, etc. Je dis est-ce que ça te dit on va faire une formation toutes les deux et voilà, donc c'est ce qu'on a fait, on a fait cette formation sur l'Ayurveda, donc vous avez été super nombreux à suivre cette formation, on a des super retours. Super bon retour. Voilà. Ouais, moi aussi pareil de mon côté, c'est vrai que je reçois pas mal du coup en consultation des gens qui ont fait la formation, donc qui veulent aller encore plus loin et c'est vrai que les retours sont extraordinaires pour l'instant, donc c'est super et c'est vrai que quand tu m'as contacté, pour moi c'était aussi le moment de passer de certains contenus effectivement de vulgarisation simple à vraiment faire un programme, quelque chose qui puisse permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc pour moi ça a été aussi du coup génial de pouvoir directement toucher beaucoup de gens parce que c'est une discipline qui est encore peu connue aujourd'hui. C'est ça. Et c'est vrai que cette formation qu'on a fait ensemble, ça permet vraiment à la fois de vulgariser l'Ayurveda mais aussi de donner des clés vraiment pragmatiques, simples pour chacun et c'est vrai que les retours qu'on a eu pour l'instant sont géniaux. Donc voilà, si certains d'entre vous qui regardent ce soir vous avez suivi la formation, merci beaucoup pour tous les retours qu'on a reçus. Ouais, on va répondre à toutes vos questions là tout de suite après.
Si vous voulez avoir le lien pour la formation, on vous met ça dans la barre d'infos. Donc vous avez tout le lien, ou sinon vous allez sur le site de j'alimentemassanté.com et vous allez voir tout le contenu de la formation. Il y a une formation gratuite aussi et il y a la vraie grosse formation qui dure plus de 8 heures avec tous les PDF. Donc on vous a vraiment résumé l'Ayurveda de manière simplifiée, voilà, pour qu'on puisse bien comprendre avec tous les plans alimentaires pour chaque dosha. Et puis on va vous rajouter, on a décidé là avec Christelle, puisqu'elle est là, pour tous ceux qui ont déjà suivi la formation, donc ça vous sera envoyé bien sûr en plus supplémentaire. Donc à chaque fois que vous avez acheté le programme et la formation, à chaque fois qu'on va rajouter des choses, on va vous les envoyer, ça va être gratuit. Hein. On vous envoie, voilà, à chaque fois qu'on va avoir des choses, qu'on va rajouter des petits trucs, on vous met à jour la formation. Donc là, dans la formation, on va vous rajouter des choses sur la cuisine. Module sur la cuisine, où effectivement les bases théoriques de comment on cuisine ayurvédique. Ça veut dire quoi cuisine ayurvédique en fonction des doshas, parce que c'est vrai que dans la formation, on voit l'assiette en fonction des doshas. Mais c'est vrai que c'est encore mieux d'aller vraiment dans la cuisine, parce que l'Ayurveda, c'est aussi cette notion de cuisiner soi-même, fraîchement préparé. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu différent, un territoire inconnu pour pas mal de personnes. Donc, à la fois, on va parler donc, de la théorie au niveau de la cuisine, et puis surtout, on va filmer un petit peu de l'action en cuisine. On va se mettre en action, voilà. on va vous filmer plein de choses. Et les modes de cuisson, comment, pour qui, pourquoi, parce que vu que les 3 doshas ne doivent pas forcément cuisiner de la même façon, on peut utiliser les mêmes ingrédients pour les 3 doshas, mais la cuisine ne va pas être la même, les épices ne vont pas forcément être les mêmes. Comment on prépare les épices aussi. Hein. Voilà, donc tout ça on va le rajouter parce qu'on s'est aperçu que les personnes qui avaient suivi la formation, il manquait ça. Voilà, il manquait ce petit truc-là et on a eu pas mal de demandes et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va le rajouter comme ça pour les personnes qui ont déjà suivi la formation, ça leur fera un truc supplémentaire. Et puis pour tous les prochains qui prendront la formation, voilà, vous allez avoir tout ça sur la cuisine. Donc voilà. Qu'est-ce que tu voulais rajouter pour cette introduction? Écoute, pour moi ça va. Voilà. Donc on va passer maintenant aux questions. On va un petit peu répondre à tout ça. Est-ce que tu peux nous dire les questions en coulisses? Parce que nous, on ne peut pas les lire d'ici. Ouais, alors il y a Caro qui parle du beurre clarifié et qui aimerait peut-être des infos sur le beurre clarifié. Donc, si vous pourriez clarifier les choses. Clarifier le beurre clarifié. Le ghee. Qu'est-ce que c'est que le ghee déjà? Parce que peut-être il y a certains d'entre vous qui sont là et qui ne savent pas du tout ce que c'est le ghee. Moi, je ne savais pas avant de connaître l'Ayurveda. Donc, qu'est-ce que c'est le ghee et à quoi ça sert? Donc, c'est du beurre qui est clarifié. Donc, généralement, on utilise du beurre lait cru, aussi fermé que possible. Et en fait, on va le faire chauffer à moyenne température et on va enlever en fait les impuretés qui remontent à la surface au fur et à mesure. C'est un processus qui dure 15 à 20 minutes. Et à partir d'un moment, en fait, on va avoir un beurre qui est clair, donc clarifié. Et ça permet en fait d'enlever tout ce qui est le lactose, tout ce qui est en fait les protéines et les sucres dans le beurre, et de garder uniquement les matières grasses, donc d'avoir une matière grasse pure, on va dire, quelque chose de très stable en cuisson. Donc on peut monter le ghee à 220-230 degrés sans aucun problème, avant qu'il atteigne le point de fumée. Du coup, c'est vrai que c'est une manière de consommer du beurre qui est plus saine, principalement pour les personnes intolérantes au lactose, mais surtout le ghee a énormément de propriétés médicinales. Donc on dit que le ghee a plus d'une centaine de vertus. Il est généralement indiqué sur la plupart des doshas, peut-être un peu moins sur Kapha, mais c'est quelque chose qu'on utilise aussi en thérapie, en cure. D'accord. Ok. Moi, j'ai des questions aussi de mon côté qu'on m'avait posées. Hein, d'accord. Alors, j'ai une personne, par exemple, qui a suivi la formation sur l'Ayurveda et qui a aussi suivi la formation sur Retrouve ta vraie nature, puisqu'il y a 2 formations, donc celle sur les doshas et celle sur le chasseur-cueilleur. Alors, elle me demandait, c'est une question qui est souvent qui m'est demandée. Il me dit par exemple, voilà, je suis de nature pitta, mais j'ai trouvé aussi que je suis chasseur. Comment adapter mon tempérament ayurvédique à mon tempérament chasseur ou cueilleur? Donc ça, c'était la question. Et c'est vrai que parfois, ça peut prêter à confusion parce que ça peut être contradictoire
on peut se retrouver avec un cueilleur qui doit manger beaucoup de glucides, et puis, ou alors inversement, un chasseur qui doit manger très très gras, mais en même temps qui se retrouve dans le CAFA. Alors comment il doit faire? Parce que c'est vrai que du coup, là, on se sent un peu perdu, tu vois. En fait, ça permet, je pense, plus d'affiner encore plus les typologies. Par exemple, nous deux, on est PITA, mais toi, tu es plutôt chasseur et moi, je suis plutôt cueilleur. Donc c'est vrai que nos assiettes ne se ressemblent pas tout à fait. Même si c'est vrai qu'on va avoir en base commune d'avoir énormément de végétaux, des choses assez refroidissantes quand même pour la plupart. Mais moi, si j'ai pas effectivement suffisamment de glucides, ça va pas aller. Comme toi, tu as besoin de gras. Voilà, plutôt de plus de gras que moi. Donc pour moi, c'est vraiment une manière d'affiner encore plus. C'est-à-dire que les grandes lignes, par exemple de l'assiette pita, on va les garder, mais on va un petit peu réorienter en fait en fonction de son profil chasseur ou cueilleur. Ouais, ça veut dire que en gros, on va garder autour les aliments qui sont faits pour pita. Par exemple, moi, étant chasseur, je vais me tourner que vers du gras végétal. Voilà, parce que je suis pita. Et c'est vrai que j'ai remarqué que si je mange moi, par exemple, le ghee, je le supporte pas super bien. Le beurre, de la graisse d'oie, des choses comme ça, je peux pas. Moi, je reste que sur du gras végétal, donc des oléagineux et puis de l'huile d'olive, etc. Donc je sens que vraiment j'ai mon pita qui est là et qui m'empêche de manger de la protéine animale. Rouge aussi, par exemple, je peux pas en manger, voilà, c'est pas possible régulièrement. J'ai même calmé beaucoup le jeu avec la viande parce que pendant un moment j'en ai eu besoin parce que j'avais un gros dérèglement avec mon vata, et c'est ça qu'il faut comprendre, et qu'il y a des périodes où on va manger plus de choses et ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec son dosha de base, parce que souvent ce qui revient tout le temps c'est oui, mais je suis ça. Non, je suis un dérèglement. Ah voilà, c'est reparti. Ouais. On parlait un petit peu de c'est quoi la constitution par rapport à la condition. C'est vrai qu'on en parle déjà pas mal dans la formation. Mais par exemple, si voilà, vous savez que vous êtes pita de constitution, donc de naissance, mais si vous avez un dérèglement vata actuel, on va aller voir le dérèglement vata. Ça sert à rien de chercher à magouiller un truc entre pita et vata si vraiment au jour d'aujourd'hui c'est vata qui est problématique et qui est trop important chez vous. Ça, c'est vraiment la chose à voir. Même si ça permet de connaître sa nature profonde, il faut quand même s'inscrire dans l'état présent, l'état actuel, et déjà essayer de rééquilibrer ça pour que votre nature, votre dosha de base, il puisse ressortir de manière équilibrée au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça aussi que l'Ayurveda, c'est toute une quête de connaissance de soi, parce que ça prend un petit peu de temps. Mais en fait, on va vraiment réussir à rééquilibrer les choses de manière permanente. C'est ça qui est intéressant à faire. Comme toi, là, aujourd'hui, par exemple, tu es plus dans une période où tu rééquilibres Vata, beaucoup. Et une fois que ton problème de Vata, il sera réglé, je pense vraiment que sur du très long terme, après ça, tu seras vraiment beaucoup plus tranquille avec Vata. Ah oui, mon pauvre Vata, je l'ai complètement déséquilibré en mangeant cru pendant des années. Donc forcément, là, maintenant, ça prend des années à rééquilibrer. Mais on va dire que pendant un moment, j'étais vraiment dans un gros déséquilibre vata, donc il me fallait de la viande, il me fallait de la protéine, beaucoup de protéines animales, il me fallait beaucoup de gras, etc. Mais du gras animal. Et là, à ce moment-là, ça passait bien. Mais quand j'ai commencé à réchauffer la machine, on va dire, là, un petit peu, il y a mon pita qui est revenu et qui m'a dit oulala, on va se calmer. Donc du coup, j'ai quand même gardé le gras et la protéine, mais on va dire que j'ai enlevé le gras animal qui était, voilà, j'ai gardé les poissons, j'ai gardé certaines choses qui sont moins chauffantes, mais j'ai quand même besoin de protéines et de gras pour continuer dans cette lancée. Pour moi, c'est pareil. Enfin, moi, je suis du coup de tempérament pita, et c'est vrai que voilà, je suis cueilleur aussi apparemment. Donc, c'est vrai que moi, je tourne principalement avec une alimentation végétale et assez riche en glucides. Donc, c'est vraiment ce qui me convient. Mais c'est vrai que si j'ai des périodes avec une immunité un petit peu plus basse, ou parce que j'ai du stress ou trop de travail, etc., et je fais remonter mon vata, et pendant un certain temps, c'est vrai que je vais consommer un petit peu de temps en temps des œufs ou des produits laitiers, chose que je ne ferais pas du tout quand je suis bien équilibrée en pita, parce que vraiment ça ferait monter mon pita, ça me provoquerait des brûlures d'estomac où je me sentirais vraiment très mal. Mais quand il y a des périodes comme ça où mon pita baisse parce que mon vata augmente, et je m'adapte en fait. C'est-à-dire que en fait, c'est constamment... mon assiette, je la crée en fonction de là où j'en suis par rapport à ma santé, et on a des phases, on est cyclique. Les choses ne sont pas finies en fait, donc il faut vraiment, c'est une invitation, vraiment c'est un art de vivre, hein, l'Ayurveda. Donc on a déjà par rapport à son tempérament à soi, et aussi après au fil des saisons, parce que
effectivement, même un pita en hiver, il aura peut-être besoin d'épices un petit peu chauffantes. Parce que s'il fait froid, si il est dans une période peut-être aussi de froid émotionnel ou de froid par rapport à là où il en est dans sa vie, oui, il faudra peut-être un petit peu chauffer un peu plus la machine. Ouais, tout ça pour dire qu'on n'est pas un être fixe et on va pas trouver un plan alimentaire exact qui va nous aller pour toute l'année et pour toute la vie. Non, ça marche pas comme ça, hélas. Parce qu'on a De toute plein... façon, on se ferait chier. Bah ouais, franchement. Donc on est là pour changer. Et il y a des céréales qui sont réchauffantes, il y a des céréales qui sont rafraîchissantes. Donc il faut vraiment trouver la céréale en fonction de la constitution, en fonction de la saison aussi, parce qu'on va pas manger pareil en hiver et en été. Donc c'est tout ça en fait, d'adapter petit à petit. Donc si on connaît super bien l'Ayurveda, les principes, etc., donc on peut soi-même à chaque fois bouger les curseurs en fonction. Dire, oula, j'ai la diarrhée, c'est mon pita qui est là, etc. Je vais calmer la viande, je vais calmer les protéines, je vais calmer les épices, etc. Ou alors, je digère plus rien, je ballonne, je fermente, je vais mal aux toilettes, je suis constipée, j'ai froid tout le temps. Ah, c'est mon vata qui va pas, donc boum, je vais rééquilibrer mon vata. Donc tout ça, après, c'est des petites choses c'est des habitudes à prendre en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, ça prend un temps d'apprentissage. Et c'est vrai que dans la formation, de toute façon, on a bien cerné un petit peu c'est quoi quand on est plus dans un excès de vata, de pitta, de kapha, etc. Et une fois qu'on commence à reconnaître un petit peu ça, à ajuster, on commence à prendre en fait de l'autonomie. En fait, c'est une invitation à l'autonomie. Et après, effectivement, on peut adapter par soi-même et c'est vraiment très libérateur. C'est pour ça que j'ai autant aimé l'Ayurveda parce que justement, on peut soi-même être son propre médecin de ce qui nous arrive et de notre corps et de comprendre les signaux. Des grosses inflammations, etc., voilà, on sait maintenant à quoi c'est dû. Donc une rétention d'eau, de la cellulite, etc. On commence à comprendre où sont les dérèglements, dans quel vata, dosha on est déréglé. Est-ce qu'on a des questions ? Ouais, alors on a plein de questions justement par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer. Est-ce que je dois manger gras, protéiné, je suis vata, je suis kapha, je suis pitta, qu'est-ce que je dois manger exactement? Mais au final, vous venez d'y répondre avec ce côté équilibre, trouver son équilibre. Donc par exemple pour les bidosha, vata, pitta, là je pense que vous avez fait le tour. De toute façon, si on est de constitution double avec un dosha chaud et donc un des deux dosha froid, donc soit vata pitta, soit kapha pitta, en fait on va jouer sur le rythme des saisons, c'est-à-dire qu'il y a une période souvent, en tout cas là où on est en Europe, une période froide et une période chaude. Donc pendant la période froide, on va plutôt avoir une alimentation réchauffante et pendant la période chaude, on va plutôt avoir une alimentation rafraîchissante. Putain, la lumière derrière là-bas, s'il te plaît, parce que ça fait J'ai un halo bizarre sur l'œil, ouais. moi, je suis devant, donc ça va, mais toi, ça fait peut-être... Oui, voilà, c'est mieux. ça éblouit un peu moins. Voilà, donc quand on a une constitution à la fois froide et chaude, on va vraiment aller au niveau des saisons et puis surtout écouter son corps. Parce que des fois, c'est vrai que moi, par exemple, ça m'arrive souvent en plein hiver, en pleine saison kapha, d'avoir un pitta qui se dérègle. Voilà, ça m'arrive. C'est toujours difficile de comprendre un petit peu les facteurs, mais au final, peu importe. Mais c'est vrai que souvent, moi, en mois de janvier, j'ai trop chaud. Alors qu'il fait moins 10 dehors chez moi en Alsace. Et donc, je vais avoir une alimentation rafraîchissante à ce moment-là, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment l'adaptation, quoi. Ouais. Là, on a par exemple un cas typique, comme ça, on avait dit qu'on ferait un peu de cas pratiques. On va faire des cas pratiques. Donc là, on prend Nancy, vata, cueilleuse, groupe sanguin A, glucides en priorité ou lipides, protéines en priorité, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse en gros? Donc vata, cueilleuse, groupe sanguin A. D'accord. J'en ai eu une comme ça, d'ailleurs moi il n'y a pas très longtemps en coaching et on s'est aperçu que, alors après, si tu es constitution assez mince, c'est sûr qu'il va falloir aller sur une grosse quantité de glucides quand même, mais il va falloir choisir les glucides en fonction de ton tempérament aussi, de vata. Et vata, c'est vrai que les glucides qui lui vont très bien, c'est des glucides qui vont l'ancrer. Donc là, ça va être plutôt des légumes racines, donc des pommes de terre, des patates douces, des carottes, etc. Mais après, il va falloir faire attention aussi à la tolérance au niveau des fibres, parce que Vata a tendance à pas trop bien supporter les légumes verts, brocolis, les choux, etc. Voilà, parce que là, ça peut faire fermenter. Là, par exemple, on va jouer sur le fait de vraiment bien cuire. Donc, ça va être des potages, des ragoûts, des choses vraiment très très cuites avec beaucoup d'épices digestives. Pardon, des épices qui permettent de faciliter la digestion.
Oui, en fait, tu n'es pas forcément obligé de manger très gras en étant Vata. Tu peux manger onctueux et lourd. En fait, Vata, faut qu'il mange lourd. Voilà, il faut que son plat, il soit... Voilà, qu'il ancre bien, parce que Vata, il a tendance un peu à partir comme ça. Donc voilà, il faut ancrer. Donc ton côté cueilleur, pas de problème, tu peux manger beaucoup de glucides, il n'y a pas de souci. Et puis, il faudra quand même avoir une quantité de graisse qui ah soit oui, quand même oui, assez importante. il faut une quantité de graisse aussi. Ça, de toute façon, il la faudra aussi. Ça, c'est clair et net. Mais après, il faut adapter. Il faut adapter à ton... si tu veux prendre du poids, donc là oui c'est clair, il va falloir monter et les graisses et les glucides. Et puis si tu es quelqu'un aussi qui fait peut-être beaucoup de sport, je sais pas quel sport tu vas faire, plus tu vas faire du sport d'endurance, plus il va te falloir des glucides, plus il va falloir être assez haute en glucides. Après, Vata aussi, il faut manger assez régulièrement. Il a besoin de manger. C'est la régularité en fait, ça va être des petits repas, 5 à 6 fois par jour. Ouais, c'est la régularité pour Vata. Alors, il y a des questions par rapport au ghee encore. Est-ce qu'on peut le consommer cru ou comment le consommer idéalement? Alors, le ghee, on peut le consommer de plusieurs manières. Déjà, d'une part, c'est pas obligatoire de le stocker au frigo. C'est quelque chose qui peut se garder à température ambiante pendant au moins 1 an. Et on peut le consommer effectivement sans le chauffer. Par exemple, ça se fait beaucoup pendant les cures de détoxination. Ça va être de prendre une cuillère à soupe de ghee à jeun sans le faire chauffer. Voilà. Donc, on peut le prendre déjà comme ça. Après, c'est vrai que sinon, on va plutôt effectivement démarrer les cuissons avec le ghee. Donc, faire chauffer son ghee, mettre ses épices, après rajouter des aliments. Comme on peut aussi l'utiliser en pâtisserie aussi, ça s'utilise pas mal le ghee. On peut même faire des boissons avec du ghee. Enfin, voilà, c'est la fête au ghee, quoi. Ouais. Je sais qu'il y a des personnes aussi pour dormir. Oui, des c'est personnes des bonnes nuits, ouais. Qui ont des problèmes d'insomnie, c'est vachement bien à faire. Ça. Oui, en fait, c'est un mélange de lait qu'on va faire bouillir, puis redescendre en température. On va rajouter un petit peu de ghee, donc une cuillère à café ou une demi-cuillère à café, un petit peu de muscade, par exemple. Et une fois que c'est vraiment tiède, du miel. Le miel ne doit pas être chauffé au-delà de 42 degrés, surtout pas, sinon il devient toxique. Et donc, on va faire cette petite boisson-là 1 heure, 1h30 avant de s'endormir. Et en fait, ça va vraiment envoyer le signal au corps qu'il est temps en fait, d'aller se coucher. Et ça va vraiment apaiser le système nerveux pour faciliter l'endormissement. Impec. Donc, autre cas concret, on a fait du coup Vata. Je pense que c'est intéressant qu'on fasse un profil Kapha. J'avais eu aussi des questions, on en avait parlé tout ce matin là, par rapport au Kapha, expliquer est-ce que quand on prend du poids, c'est forcément un excès de Kapha. Et donc là, il y a Véro qui nous dit « Je suis Pitta, chasseur O négatif, beaucoup de rétention d'eau, 6 kilos en trop depuis toujours. Est-ce un dérèglement Kapha? Comment contrer tout ça ?» Alors, quand on prend du poids, c'est à la fois forcément un dérèglement Kapha, mais ça ne fait pas de vous une personne Kapha. Et déjà, être Kapha, en Inde, en Ayurveda, c'est une constitution extraordinaire aussi. Ce sont des gens qui ont vraiment, vraiment beaucoup de qualités aussi. Alors, c'est vrai que une des caractéristiques de Kapha, c'est l'embonpoint, ou c'est le fait de faire de la rétention, de prendre des graisses. Mais ça ne fait pas de tout le monde un profil Kapha. Souvent, chez les Pitta, c'est possible effectivement qu'on ait un déséquilibre d'ordre Kapha, donc qui va entraîner une rétention et une prise de poids du fait, souvent, chez les Pitta, ça je remarque beaucoup, c'est le fait d'enterrer ses émotions. Les Pitta sont vraiment beaucoup de feu, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Et quand ils ne sont pas capables d'exprimer ça ou de le transformer sans exploser à la tronche de tout le monde, et qui sont plus dans une rétention, alors là on a souvent un déséquilibre Kapha qui se met en route parce que justement il y a toute cette rétention au niveau, généralement c'est des personnes qui prennent au niveau du ventre. C'est tout simplement la zone, donc la région liée aux émotions. Au deuxième chakra, donc aux émotions. C'est là où on va prendre le plus facilement quand on est vraiment dans la rétention émotionnelle. Alors moi j'ai remarqué aussi, pour la petite expérience, que j'ai eu un gros dérèglement avec mon Kapha à partir du moment où j'ai mangé beaucoup de cru. Donc moi quand j'ai mangé beaucoup de cru, j'ai fait beaucoup de rétention d'eau. Du coup j'ai tellement refroidi mon système digestif à manger cru et froid que après mon feu digestif il était inexistant. Donc du coup tout ce que je mangeais, j'arrivais pas à le digérer et ça se mettait en fait sous forme de rétention d'eau et ça faisait ce qu'on appelle un petit peu le lama.
Voilà, donc l'amas, on peut considérer ça comme de la cellulite. C'est un espèce d'amas plein de toxines qui se met un petit peu partout dans le corps et qui fait que on va gonfler et on va faire de la rétention d'eau. Et on peut faire de la rétention d'eau et on peut gonfler et prendre du poids juste en mangeant des salades froides, quoi. Et pourtant on se dit, il n'y a pas de calories, il n'y a rien, je mange juste des fruits, des légumes. Mais oui, mais ce que j'explique aussi souvent, c'est que le feu digestif, voilà, c'est comme si vous avez une maison, vous devez chauffer la maison et votre cheminée, elle marche plus, votre feu digestif, il marche plus. Vous avez beau mettre des bûches toute la journée, les bûches, elles vont s'entasser. Hein. Au bout d'un moment, votre maison va être pleine de bûches, mais par contre, il n'y aura pas de feu. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu le métabolisme. On va parler de ralentissement de métabolisme, on va parler de ballonnement, etc. Donc des personnes qui ont fait beaucoup de régimes dans leur vie, des personnes qui ont mangé plein de choses qui n'étaient pas équilibrées, qui ont arrêté certains macronutriments, surtout je pense aux glucides aussi, parce que les glucides, c'est ce qui fait un petit peu carburer la machine. Hein. Même si moi, je suis chasseur, je mange des glucides à chaque repas. Hein. Je ne les enlève pas, on n'enlève aucun des macronutriments, sauf qu'on va adapter un petit peu la balance à chaque personne. Mais il faut jamais rien enlever, parce qu'à partir du moment où on va enlever un truc, hop, on va éteindre le feu. Et après, on digère plus rien. Et après, c'est le début des problèmes. Et c'est là où on rentre dans des cercles où c'est impossible de s'en sortir parce que le moindre truc qu'on va manger, on ne le digère pas, on le fermente. Et on va prendre du poids, on va prendre la rétention d'eau, etc. Donc le but après, c'est de remettre la machine en route. Et pour faire remettre le feu en route, ça prend du temps. Et il va falloir manger beaucoup de choses très chauffantes qui remet le feu en route. Et voilà, ça peut prendre du temps. Chez certaines personnes, c'est très long. Moi, ça a été super long. Hein. Et il faut aussi savoir que par exemple une personne de type CAFA de constitution a une très bonne digestion en fait. C'est juste qu'elle a une digestion lente. C'est des gens, voilà, on dit généralement il faut au moins entre 24 heures et 36 heures pour aller à la selle, par exemple chez les CAFA, mais ils ont une digestion très puissante, c'est juste qu'elle est très lente. Donc si vous avez vraiment des problèmes digestifs, vous avez l'impression de ne pas digérer, c'est vraiment plus un déséquilibre d'ordre CAFA qu'une constitution CAFA. Exactement. Donc il faut laisser aussi un petit peu le temps à CAFA de digérer. C'est des personnes qui peuvent sauter des repas, c'est des personnes... Sans problème, il faut surtout jamais les surcharger. Par exemple, le repas de midi, voilà, même une personne de type CAFA, il ne faut pas non plus qu'elle fasse un repas de midi énormissime, quoi, parce qu'après, sinon, elle va avoir envie de dormir, un petit peu, voilà, la tête qui tourne, etc. Elle va être trop fatiguée par rapport au travail digestif. C'est quand même des gens qui doivent manger vraiment très très digeste et laisser une période assez longue entre chaque repas parce que de toute façon ils en ont besoin quoi, parce que si on les surcharge après ils peuvent plus rien faire. Mais ils ont déjà des réserves de toute façon, oui, les vrais type CAFA, hein, j'entends, hein, parce que c'est des gens qui ont une très très bonne immunité, qui ont une très bonne endurance, c'est pas votre cas, vous n'êtes pas CAFA de nature, voilà. Ça, c'est sûr. Voilà, il faut comprendre la différence entre je suis CAFA et j'ai un dérèglement avec mon CAFA. Et CAFA étant déjà froid de base, c'est pour ça qu'on évite de manger froid quand on est de nature CAFA. Et on évite le lourd, hein, donc le fromage blanc, surimi, etc. Non quoi. Voilà. Alors, question de Cécile. Pouvez-vous nous parler de la dinacharya du matin et du soir, notamment gants-douche? À quoi ça sert? Bon, alors, parce que oui, la dinacharya, c'est peut-être pas très stable. Ça y est, nous revoilà. Désolée pour le petit bug, je sais pas ce qui se passe, mais c'est les orages, on a plein d'orages là. Donc pour parler de la dinacharya, alors la dinacharya ce sont les routines ayurvédiques. Donc généralement on pratique ça effectivement le matin au réveil. Donc, il y a énormément de gestes dans une dinacharya et en fait c'est à chacun de trouver les gestes qui lui sont vraiment bénéfiques. C'est-à-dire ça sert à rien de se prendre 1 heure de dinacharya tous les matins si vous 10 minutes un coup de gratte-langue par exemple, donc le gant-douche qu'on peut faire aussi, donc les nettoyages de la bouche à l'huile de sésame, ça vous suffit, c'est largement suffisant. Même dans la dinacharya, on peut mettre une pratique de yoga de 10 minutes ou du pranayama pendant 5 minutes. Ce sont vraiment des gestes de bien-être qu'on va faire dès le réveil. Et donc pour parler de gant-douche en particulier, donc c'est un bain de bouche à l'huile de sésame uniquement, vraiment pas d'autre huile, qu'on va faire après s'être gratté la langue et brossé les dents. Et en fait ça va permettre d'assainir la bouche et d'avoir un film protecteur en fait sur les gencives et sur les dents. Et en fait une fois on va faire vraiment un bain de bouche pendant 2-3 minutes et on va cracher en fait l'huile et après ça il n'y a pas besoin de rincer la bouche. Ça, c'est principalement indiqué pour les personnes qui vont vraiment avoir les gencives sensibles, des rages de dents, ce genre de choses, ou des infections au niveau des dents assez fréquentes. On va faire ça régulièrement. Ouais. Il y a certaines pratiques, quand on les commence,
et qu'elles nous sont vraiment bénéfiques, c'est vrai qu'on ne peut plus s'en passer. Ouais. Moi, je sais que le gratte-langue, je ne pourrais plus jamais prendre mon petit déjeuner sans avoir gratté ma langue. C'est pas possible. J'ai l'impression que non, ça va pas du tout, quoi. Alors, du coup, j'en profite tout de suite pour parler un peu du gratte-langue parce que c'est vrai que j'ai eu ce cas-là dans ma clientèle récemment. On peut au début effectivement utiliser le dos d'une petite cuillère, mais vraiment je vous conseille d'investir dans un gratte-langue en cuivre assez rapidement pour ne pas abîmer en fait vos papilles gustatives, parce que c'est vrai que de ne pas utiliser les bons outils, ça peut endommager la langue. Au bout d'un moment, donc la brosse à dents électrique, on oublie tout de suite. Et si vous frottez la langue, c'est 2-3 coups en douceur, vraiment en douceur. Vous ne voulez pas abîmer votre langue, parce qu'il y a des personnes vraiment qui peuvent faire ça de manière assez frénétique, et on abîme notre sens du goût sur la langue si on fait ça de manière un petit peu trop... Alors moi j'en ai 2 pour ma part, j'en ai un en cuivre et un en métal. La sensation n'est pas du tout la même avec celui en cuivre et celui en métal. Hein. Celui en métal, on peut appuyer, ça va. Celui en cuivre, juste tu fais ça. Oui, c'est en douceur. C'est en douceur et on va utiliser le cuivre. Pourquoi ? Parce que ça permet de garder les bonnes bactéries dans la bouche. Il y a pas mal d'hôpitaux, encore je crois en Suisse principalement, où on utilise par exemple des outils en cuivre. C'est parce que le cuivre permet de lutter contre les mauvaises bactéries, garde les bonnes. Parce que l'idée c'est de ne pas enlever toutes les bactéries qu'on a sur la langue, parce qu'elles nous servent. Le cuivre est vraiment ce qu'il y a de plus indiqué. D'accord. Alors j'ai une autre question qui m'avait été posée sur un réseau. Alors j'ai une glycémie très instable. Dans la journée, je dérache de sucre, etc. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire en priorité et par exemple, quoi prendre au petit déjeuner parce qu'en Ayurveda, souvent ici, on va dire, on nous dit de prendre des porridge et des fruits. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors pour moi, si on a une glycémie instable, donc c'est un dérèglement de Pitta, on va prendre un petit déjeuner salé. Ça, c'est vraiment la base. Ça va vraiment être un petit déjeuner, certes avec tous les macronutriments, mais vraiment gras et salé et sur quand même les protéines. Pour vraiment stabiliser la glycémie dès le réveil. D'accord. Donc, ce qu'on va faire par exemple aussi qui peut permettre de réguler la glycémie, ça va être une infusion de gingembre frais avec un petit peu de cannelle. La cannelle est vraiment très utilisée pour la glycémie. Et après ça, alors c'est vrai que c'est pas très conventionnel, mais quand on a des problèmes avec sa glycémie ou des problèmes de santé tout court, des fois il faut passer par ça. Ça va être de manger par exemple un bol de riz le matin, avec un curry de légumes, ce genre de choses. Alors c'est vrai que c'est très loin du pain beurre confiture, certes, mais ça fait son effet. Sinon effectivement un pain au levain avec un peu de fromage frais par exemple et quelques légumes, ça peut être très bien aussi. Mais en tout cas c'est vrai qu'on va commencer direct en évitant le sucre dès le réveil, donc les jus de fruits, etc. Tout ça on met ça de côté. Tout ce qui est sucré et fruits, on va mettre ça vraiment à 16h. Vraiment, c'est l'heure qui est la plus indiquée pour consommer le sucre. Et sinon, c'est vrai qu'on va passer donc, par une alimentation assez grasse, assez protéinée dès le réveil. D'accord. Et le chocolat, tu le mettrais dans quelle catégorie ? Chocolat noir, par exemple ? Dans le sucre ou le gras pour le matin ? Alors, chocolat noir, non, pas dès le matin quand on a des problèmes de glycémie. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, on irait plus sur des œufs, du poulet, par exemple. Si on est végétarien, du pain avec du fromage frais, ça ira bien. Du pain, du fromage. Mais il faut toujours qu'il y ait quand même une source de glucides, on est d'accord ? Oui, bien sûr. Parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui ont une glycémie instable, mais qui du coup confondent le petit déjeuner salé avec pas de glucides du tout. Non, mais donc ils me font juste des légumes et ça peut aussi dérégler la glycémie de ne pas manger de glucides. Non, il faut vraiment avoir tous les macronutriments. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment plus être sur le gras et les protéines dès le matin, mais pas rentrer dans l'extrême non plus. L'Ayurveda, c'est vraiment une discipline on ne cherche pas les extrêmes, on cherche l'équilibre. Donc il ne faut pas commencer tout de suite par des choses extrêmes. Justement, on va adapter. L'organisme, il va s'adapter au fur et à mesure. Ça ne va pas se faire en 2 jours non plus. Hein. Il faut avoir un peu de patience, mais c'est vrai qu'au bout d'une semaine, 10 jours, on peut déjà voir des progrès au niveau de la glycémie, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc si on peut faire un porridge salé aussi. Oui, bien sûr. Par exemple, flocons d'avoine avec des petits légumes, des petits bouts de fromage, ou du tofu, ou des lentilles, ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Après, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Hein. Les choses sont assez variées. Ou par exemple, si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête, le kichari.
Vous avez une recette de Kitchari sur ma chaîne, Omveda Ayurveda. Et ça, vous pouvez en préparer pour 2 ou 3 jours, par exemple, et manger ça le matin. Donc, c'est un mélange de riz et de haricots mung qui ont été trempés jusqu'à début de germination, qu'on fait cuire avec quelques légumes, en fait, et des épices. Et ça, alors, c'est vraiment parfait. C'est parfait, c'est extrêmement digeste. C'est parfait pour la glycémie. Si vous avez des soucis un petit peu de ballonnement ou des choses comme ça, vous ne prenez pas les haricots mung en entier, vous prenez le mung dal. Donc, ça va être jaune. C'est une sorte de lentilles jaunes. Là où le haricot mung est vert. Il y a donc la peau qui est encore au-dessus. Si vous prenez plutôt le mung dal, la lentille, ça va vous permettre de vraiment encore mieux digérer. C'est pratique parce que du coup, tu en prépares une grosse quantité et puis tu en as pour plusieurs matins. Oui, c'est ça. Il suffira par exemple de le faire griller un petit peu dans du ghee le matin pour le réchauffer. Bien sûr, moi je ne conseille pas de garder du Kitchari plus de 2 ou 3 jours parce que plus c'est frais, mieux c'est quand même. Donc voilà, après c'est à vous de vous arranger aussi en fonction de comment vous le sentez. Il y a pas mal de personnes par exemple qui font tremper le soir et qui mettent tout à l'autocuiseur le matin au réveil. En 10 minutes c'est déjà cuit tellement ça a été trempé. Donc voilà, c'est pas extrêmement long non plus. Ok, super. Super, alors là franchement j'ai des questions de dingue les amis. On a des super C'est questions. parce que vous êtes vraiment pointus dans vos questions. C'est top. Il y a Iris qui avait posé une question. Iris. Je ne me retrouve pas. Peut-on être Vata Pitta et souffrir de boulimie vomitive et de dépression? Je m'en sors pas. N'importe quel dosha, on n'importe peut quel avoir dosha, ce oui. genre de soucis. Là c'est plus de l'émotionnel et de. Ah oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on a une constitution que des problèmes qui vraiment peuvent tous nous atteindre vont pas nous atteindre. C'est clair et net. Alors justement, il y a une question de Delphine par rapport au sucre. Comment s'en passer quand on est accro au sucre et est-ce que c'est possible avec l'Ayurveda? Alors, moi ça me parle beaucoup ta question parce que moi j'étais accro au sucre pendant 25 ans. C'est-à-dire que si je pouvais ne pas manger salé, ça m'arrangeait. C'est-à-dire que moi mes repas, c'était vraiment, je mangeais une demi-assiette du salé parce que le vrai repas ça allait commencer au dessert, quoi. Donc moi j'étais vraiment comme ça pendant très très longtemps. Il y a encore quelques années, je ne pouvais pas passer une journée sans faire des pâtisseries, maison certes, mais quand même des pâtisseries. Et je me suis totalement désintoxiquée du sucre. Alors bon, bien sûr, des fois de temps en temps j'y retourne, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était auparavant. Et c'est vrai que l'Ayurveda, ça m'a beaucoup aidé. Alors le sucre, c'est toujours lié beaucoup à l'émotionnel. Et moi, j'ai vraiment du coup travaillé beaucoup sur l'émotionnel en m'apaisant. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, grâce à l'Ayurveda, que j'avais vraiment un régime pas assez gras pour moi. J'avais vraiment pas du tout l'habitude d'utiliser des huiles ou du beurre ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en ayant une alimentation déjà beaucoup plus lourde, ça m'a permis vraiment de m'ancrer au niveau émotionnel et ça m'a vraiment permis de me détacher du sucre au fur et à mesure. Alors bien sûr, tout ça c'est à voir en fonction de chaque cas qui est particulier aussi, de l'alimentation, des habitudes de vie et puis de ce qu'on traverse aussi émotionnellement. Mais en tout cas, moi j'y suis arrivée en 2 mois et demi, après 25 ans. Donc c'est tout à fait possible et franchement moi ça m'a vraiment beaucoup libérée d'un gros fardeau en fait au niveau émotionnel et même par rapport à mon pitta, ça m'a rééquilibré mon pitta. J'étais quelqu'un d'extrêmement colérique avant et c'est vrai que d'avoir vraiment arrêté cette addiction au sucre, ça m'a rendu beaucoup plus stable au niveau des émotions chaudes. Oui, alors les graisses, les bonnes graisses permettent vraiment de calmer les envies de sucre. Donc il faut vraiment pas hésiter à en rajouter dans les repas, que ce soit sous forme d'oléagineux, d'huile d'olive, de ghee si tu le tolères, de gras animal si tu les tolères, etc. Donc voilà, faut trouver la source de gras sur laquelle on va tourner bien. Et puis surtout ne pas hésiter à en mettre beaucoup le matin. Voilà, si on mange gras, protéiné le matin, déjà ça va te donner la directive pour toute ta journée. Si déjà dès le matin tu mets du sucre, c'est terminé. C'est foutu. C'est foutu. Voilà, tu ne peux pas commencer ta journée avec du sucre si tu as un côté un peu accro au sucre. Garde tous les aliments sucrés ou pour te faire plaisir, etc. Garde-les vers 4h, 17h au début. Et là, c'est vraiment la bonne heure où ton insuline va le mieux gérer les sucres. Mais surtout, ne le commence pas dès le matin parce que là, c'est terminé. Et du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le petit déjeuner salé, gras et protéiné. Et là, tu vas voir vraiment la différence en faisant comme ça. Moi, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup aidée, que je conseille beaucoup, c'est une complémentation en L-glutamine pendant un certain temps. Donc, c'est un acide aminé qui permet en fait
calmer le cerveau quand il y a des envies de sucre. Ça peut aussi aider à arrêter de fumer. C'est pas non plus une recette miracle, hein, mais c'est vrai qu'en cas d'envie de sucre, en dehors donc, de cette période entre 16, 17h30, 18h où on peut effectivement manger du sucre sans trop de problèmes, si tu as des envies de sucre, moi je te conseille une complémentation pendant quelques mois à la glutamine en parallèle pour pacifier le terrain, en plus effectivement d'un vrai travail sur toi en parallèle, hein, parce que en Ayurveda, tout va ensemble, hein, ce qui se passe dans le corps, l'esprit, l'âme, tout est totalement en cohérence, donc il ne faut jamais mettre de côté un des aspects quand on travaille sur quelque chose. Magnésium aussi, ça peut jouer. Hein. Magnésium, cure de magnésium B6 aussi pendant 2-3 mois, c'est souvent... ça calme le stress, l'anxiété, etc. Et c'est souvent le stress et l'anxiété qui va nous faire diriger vers le sucre pour nous calmer, nous apaiser. Alors, il y a une question de Lise, avec qui on a déjà échangé et qui a été crudivore pendant pas mal de temps, la pauvre, du coup, qui galère un peu pour se remettre sur pied. Le matin, si je mange un tout petit peu de glucides, je me sens très, 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 très mal. Je ne tolère même pas la chicorée. Trop de glucides. Donc, le matin, je suis obligé de manger 0 glucides. Et ça, c'est des cas extrêmes. Voilà. Effectivement, que ce soit toi, que ce soit moi, on en a en consultation. Effectivement, des personnes qui sont passées par le cru et qui ne tolèrent plus du tout les glucides. Ça, c'est vraiment des cas extrêmes. Ça concerne vraiment que les personnes qui ont ce genre de problématique avec le cru. Et effectivement, toi, tu fais partie des certains cas où il y a un vrai cap à passer avant de réussir à réintroduire les glucides et c'est compliqué. Oui, alors moi, je dirais, il faut que tu passes au-delà des signaux de ton corps, en fait. Il faut que tu te fasses un petit peu violence pour réintégrer des glucides dans ton alimentation. Et il faut y aller par progressif. Gouttes. Ouais. Voilà. C'est demain matin, je mets, 10 grains de riz. Et puis je reste à 10 grains de riz pendant 5 jours. Et puis j'en mettrai un 11e au bout du 6e jour. Et 12, et 13, et 14. Et voilà, il faut y aller comme ça. C'est comme ceux qui se préparaient, tu sais, au poison. Je ne sais plus si c'était les espions, je ne sais pas trop quoi, qui prenaient régulièrement des toutes petites doses de poison pour augmenter leur tolérance. Effectivement, à très petite dose, il n'y a pas de souci, ça peut réussir à passer. Et en fait, on va augmenter sa tolérance parce que à terme, on ne veut surtout pas devoir exclure une catégorie alimentaire parce que sinon, alors là, c'est le début de la catastrophe. Non, après, tu fais un organisme qui est feignant en fait. Il voudra plus jamais digérer les glucides. Si tu lui en donnes plus, lui, il va plus sécréter l'enzyme, il va plus sécréter d'amylase, etc. Si tu as été crudivore et que tu as longtemps arrêté les céréales, c'est clair que lui, il ne sait plus digérer les céréales. Donc il y a des personnes qui passent par des enzymes. Obligé de prendre des compléments à base d'enzymes, mais ça c'est très bien, hein, ça c'est très bien pour au début 1 mois maxi et après on s'arrête. Oui, il faut pas parce que sinon c'est pareil, on rentre aussi, le corps va devenir feignant, il va dire c'est bon, il me donne des enzymes, je vais pas en fabriquer. C'est un peu comme la pilule, c'est bon, on fabrique les hormones donc j'arrête d'en fabriquer. Non, il faut vraiment que le corps il revienne à son équilibre et le fait qu'il revienne à son équilibre, il faut pas justement se dire il y arrive plus alors je vais non, il faut forcer à un moment la porte. Il faut pas développer une peur liée à l'alimentation parce que moi j'ai beaucoup de gens qui étaient comme ça dans le cru qui ont peur de manger parce qu'ils ont peur des réactions de leur organisme, ils ont peur un petit peu de tout. C'est normal. Passer, ne pas passer et c'est normal, mais il faut aller absolument au-delà de la peur parce que notre organisme il est fait pour digérer toutes les catégories alimentaires. Et donc il va y arriver à un moment donné. Mais j'y suis arrivée, voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps, hein, ça c'est clair, hein, pour digérer tout ce que je digère maintenant. Bon, en attendant, je peux toujours pas manger cru, mais déjà c'est bien parce que je peux manger quasiment de tout, donc ça va. J'ai retoléré quasiment toutes les céréales, sauf le blé parce que moi c'est particulier, je suis quand même vachement intolérante au blé, pas au gluten, mais au blé. Donc voilà, il faut vraiment y aller petit à petit. C'est un peu comme un sportif, hein. On ne peut pas lui dire du jour au lendemain de faire un squat à 100 kg. Non, il va commencer à 20 et puis il va augmenter petit à petit pour arriver jusqu'à 100 kg. Toi, c'est pareil. Tu veux réintégrer des glucides, il va falloir les réintégrer en petite quantité. Et souvent, l'erreur qu'on fait aussi, et je vois souvent, c'est ça. Bon, je vais remanger des glucides. Et puis là, on met 200 grammes de riz. Non, là, ça ne va pas être possible. Là, tu vas avoir mal au ventre pendant des jours et des jours. Non. Il faut vraiment y aller très progressivement. Et les légumineuses, c'est pareil. J'ai plein de gens qui me disent je ne tolère pas les légumineuses, donc je n'en mange pas. Si, tu vas quand même en manger, mais en très petite quantité. Et bien cuit, trempé largement en avance, voilà, avec plein d'épices digestives. Et ça va vraiment aider. Et justement, il ne faut pas hésiter, les épices digestives, vraiment, c'est
quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est très puissant les épices au niveau du système digestif. Il ne faut pas hésiter à manger épicé, ce qui ne veut pas dire manger pimenté. Mais par exemple au niveau digestif, on peut avoir le fenouil, la coriandre, le cumin beaucoup, le gingembre va beaucoup aider. Les herbes fraîches aussi. Oui, beaucoup les herbes fraîches. Donc tout ça, il faut vraiment en avoir à tous les repas. Ouais. Alors, il y a une question de Gabriel. Comment se détacher du sel grâce à l'Ayurveda? J'ai du mal à m'en passer et les épices ne calment pas vraiment mon envie de rajouter du sel. Le sel en Ayurveda, c'est quelque chose qui est stabilisateur et qui est fixateur. C'est quelque chose qui augmente kapha. Donc il faudrait peut-être voir si ton problème c'est justement de manquer d'ancrage, de manquer de stabilisation, enfin de stabilité. Et si tu ne peux pas trouver de manière vraiment plus dans ton mode de vie, dans ta manière d'aborder aussi ton quotidien, quelque chose qui te permette de t'ancrer, de sentir ce poids-là sans avoir recours au sel. Parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de fixer la pensée, de fixer les émotions, etc. Donc je ne sais pas si ça te parle, ce que je suis en train de te dire, mais c'est vraiment plus au niveau psychologique que ça va jouer sur le sel. Après, oui, effectivement, tu peux utiliser plus d'huile, par exemple, pour avoir ce côté alourdissant qui peut aider, qui ne fera pas du tout le même effet que le sel, mais qui peut t'aider quand même à passer un petit peu ce cap. Mais il en faut toujours quand même du sel. Ah oui, bien sûr. Non, mais là, on parle des addictions au sel. On a vraiment des grosses quantités de si sel. c'est des grosses quantités, mais rassure-moi, tu mets quand même du sel dans tous tes repas ou tu as des algues ou des choses salées parce qu'il faut quand même que le repas, il ait toutes les saveurs. C'est hyper important. Ah oui. Le sel, il en faut absolument pour tout le monde. C'est juste qu'effectivement, en fonction des doshas, Vata va en avoir un petit peu plus, Pitta moyennement et Kapha très peu. Mais il faut absolument du sel à tous les repas parce que sinon c'est vraiment problématique. Et ce que je disais sur le côté fixateur, etc., c'est un rôle indispensable du sel. C'est juste qu'effectivement, il faut faire attention à ne pas trop en consommer, surtout si tu es Pitta ou Kapha. Là où vraiment, ça peut entraîner tous les soucis qu'on connaît effectivement du sel. Et c'est là où il y a plus un ressort psychologique avec le sel. Après, c'est toujours pareil, c'est l'excès qui n'est pas bon dans le sel. Mais il en faut. Voilà, le goût salé, il est hyper important. Oui. Parce que le corps aussi, s'il n'y a pas tous les goûts dans l'assiette, il sent qu'il lui manque un truc et on peut manger sans faim, justement parce qu'il manque le petit truc. Voilà, il faut qu'il y ait ce côté, déjà l'assiette, il faut qu'elle soit hyper colorée, il faut qu'il y ait des couleurs, il ne faut pas manger une assiette complètement blanche. Voilà, il faut qu'il y ait un peu du orange, du vert, du jaune, du rouge, etc. C'est important d'avoir des petites couleurs dans l'assiette, mais c'est important aussi d'avoir toutes les saveurs dans l'assiette. Sinon, s'il en manque une, le corps, il va se dire « j'ai pas eu ce qu'il me faut là, il me manque un truc ». Ouais, ça joue sur la satiété. Ouais, ça joue beaucoup sur la satiété. On peut manger une toute petite assiette comme ça, de rien du tout, et être super rassasié. Avec un chutney, avec tous les goûts ça explose dans tous les sens, effectivement. L'organisme et même au niveau psychologique, il va se passer quelque chose et il ne nous en faudra pas beaucoup. Ça me fait penser au resto, tu sais, où tu manges très très peu là. Les gastronomiques. C'est exactement sur ça que ça joue. C'est parce que la complexité de goût, elle est tellement là, toutes les saveurs, elles sont tellement présentes, il y a une vraie alchimie du goût qui fait que très peu, il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup en fait. Ouais. Pas d'accord. Il n'est pas d'accord. En parlant de Pitta, help, nous dit Pascal, j'en peux plus de cette chaleur, je suis Pitta. Ah. Qu'est-ce que vous avez comme recommandation pour un Pitta qui a chaud? Alors, en Norvège ou en Antarctique. Alors, moi je vais te montrer ce que je connais en yoga. Je vais te faire une respiration qui s'appelle la respiration rafraîchissante. Alors, tu vas sortir la langue et tu vas arrondir ta langue comme ça. Et tu vas inspirer. Très sexy. Et tu expires normalement. Je m'en fous, je suis pas sexy. Voilà. Essaye de le faire 2-3 fois. Bah oui, justement, tu auras froid après. C'est très rafraîchissant comme respiration. Et après, utilise des épices rafraîchissantes aussi. Oui, ça va être principalement de manger très végétal. Surtout si tu es Pitta, vraiment l'été c'est la meilleure saison pour être plutôt végétarien, voire à tendance végane. Pas forcément trop de cru, mais du cru à midi ça peut aller. Commencer la journée avec des fruits frais, ça va être très rafraîchissant. Ne pas manger des choses qui sortent du frigo non plus, les glaces, etc., l'eau qui est au frigo, ça va empirer le problème parce que ton organisme il va être obligé de chauffer encore plus pour remonter la température de ce que tu as consommé. Mais dans le désert, ils boivent pas froid, ils boivent tiède ou chaud. Ils boivent de la menthe. La menthe, c'est ça, la menthe, ça peut bien fonctionner aussi.
Et puis n'hésite pas à faire une petite sieste dans l'après-midi, ça c'est très rafraîchissant, mais pour les pitas uniquement, en été. Si voilà, il y a une tendance CAFA, il faut vraiment éviter la sieste, mais pour un pita qui surchauffe, une petite sieste au frais de une demi-heure, c'est très très bien. Et puis si tu es proche de la mer, va te Beaucoup baigner d'eau. un maximum. Ouais. Voilà, pas de sport intensif, pas de vélo, Non. pas de course à pied, pas de muscu, etc. Si tu dois faire du sport, des sports d'eau pour pita qui vont le faire baisser en température. Ensuite, Alors, une règle en Ayurveda que Anna a du mal à appliquer. Comment faire pour ne pas manger cru et cuit dans un même repas, sachant qu'elle ne fait que 2 repas par jour? d'accord. Du tout. Je sais pas, tu manges juste pas cuit et cru en même temps. Moi je mélange jamais depuis des années. Là j'ai mélangé ce soir, ça faisait des mois que j'avais pas fait ça, mais Oui, mais tu les as un peu. On va dire enfin que. oui voilà c'est ça, j'ai T'as ramolli pas un petit fruit, peu. Oui alors déjà effectivement si Oh, c'est bien cru et d'accord. cuit parce qu'il y a des fruits, de toute façon les fruits en Ayurveda on les mange pas à la fin du repas. On les mange dissociés d'au moins 2 heures avant ou après les repas. Après si c'est du coup de la salade ou des choses comme ça, et on va dire que si tu n'as pas de problème digestif, si tu n'as pas de ballonnement, si tu n'as pas de fermentation, vas-y, continue, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça ne se digère pas de la même manière et donc du coup, c'est vrai que c'est déconseillé. Sinon, il y a une solution pour manger cru, c'est que tu fais cuire tes aliments avec des sauces. En fait, tu fais une bonne vinaigrette et puis tu mets sur tes légumes et tout, et la vinaigrette va cuire un petit peu tes Avec un aliments. acide en fait, ça va être du citron, du vinaigre, des choses comme ça, où effectivement ça va pré-cuire d'une certaine manière. Bon, c'est une cuisson très très légère, donc si tu as des soucis digestifs, ça fera pas illusion non plus. Mais si tu n'as pas de problème digestif, oui, bien sûr, pourquoi pas. Moi par exemple, ce soir j'avais des courgettes. Voilà, j'ai mis mes pâtes chaudes dessus alors qu'elles étaient crues. Ça les a vraiment déjà pas mal attendries. Et comme j'ai pas de soucis digestifs du tout, donc En plus, des voilà, courgettes, il n'y a quasiment pas de fibres dans la Oui, courgette. voilà, c'est Après, ça, ça la dépend courgette qu'est-ce que digeste. tu manges cru. C'est sûr que si c'est des carottes crues ou des betteraves, etc., ouais, là, les fibres, ouais, ça va être compliqué, ouais. voilà, déjà pas le soir, ça c'est clair et net, parce que sinon, pour le système digestif, vu qu'il est un petit peu à plat le soir, on va éviter à tout prix de manger cru le soir. Après, si on est vraiment en bon pita, on a du chaud, etc., il fait chaud dehors, on mange au soleil, voilà, on peut manger une assiette de cru, à la limite, si on est bien, il n'y a pas de souci. Mais même moi, en étant pita, en ayant chaud, etc., je sais que je ne peux pas manger une assiette de cru, c'est juste impossible. Alors moi, comme j'aime bien quand même certaines choses qui sont un peu croquantes, du coup, je fais des wok. Je coupe très 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 fin les carottes râpées, les betteraves, je râpe vraiment très fin et je passe un coup au wok comme ça pour vraiment attendrir au maximum la fibre, mais pas les cuire non plus tout mou parce que j'aime pas les légumes qui sont tout flasques comme ça. Bon, voilà, le but c'est de cuire légèrement, puis de toute façon plus on cuit, plus on va perdre les micronutriments et c'est dommage. Donc l'idée c'est vraiment de s'inspirer de la méthode du wok, donc de couper les légumes très très finement et de les faire cuire à une température quand même assez chaude dans le wok, mais rapidement, juste pour attendrir. Et puis voilà, comme ça c'est chaud, et puis en même temps c'est un peu mi-cuit, mi-cru, et voilà, moi j'aime bien comme ça. Et là, ça conviendra vraiment pas aux personnes qui ont des très gros troubles digestifs, où là, non, désolé, il va falloir vraiment cuire. Et là, il va falloir cuire. Cuisine coréenne. Le vata, il doit vraiment cuire, Ouais. quoi. Comme on a mangé à Paris, le coréen, c'était génial ça. Ouais, le bibimbap, là, c'est génial. J'ai découvert ça, on en a parlé juste Ah ouais. avant d'ailleurs. J'ai dit, c'était trop bon, j'ai trop envie de me faire un coréen. Alors, une question spéciale pour Christelle qui adore le maquillage cosmétique. Alors, est-ce qu'il y a des routines pour les soins du visage, démaquillage, nettoyage, hydratation à faire, Sylvie, pour un dosha vata? Justement, tu es en train de tester une gamme ayurvédique. Alors oui, moi je suis en train de tester. Déjà, je vais commencer en disant que je ne suis pas une spécialiste de la cosmétologie ayurvédique. Voilà, effectivement, en fonction des doshas, il y a des huiles qui sont plus ou moins indiquées pour la peau. Donc, par exemple, si tu as Vata, ça va être l'huile de sésame qui va être le plus indiquée pour toi de manière générale sur le corps et sur le visage. Après, pour tout ce qui est vraiment soins, etc., c'est vrai que généralement en Ayurveda, on mélange pas mal d'épices, de plantes, etc., dans des huiles pour avoir des produits, des soins de beauté. Moi, en ce moment, je suis en train de tester la gamme de Letika Ayurveda. Donc, ça s'écrit Letika. C'est une marque française donc, qui fait des cosmétos en fonction des doshas avec vraiment une très belle gamme au niveau ayurvédique. C'est-à-dire, j'ai regardé les compos, c'est vraiment chouette. Et là, je suis en train
tester un petit peu leurs produits là, depuis plus d'un mois et vraiment j'en suis plutôt très satisfaite. Donc si voilà, ça t'intéresse, je t'invite à regarder un petit peu cette marque-là. Après vraiment en soins de beauté, etc. Moi je suis vraiment pas trop calée là-dessus. Je peux pas répondre plus. Voilà. Ouais. Moi souvent on me demande aussi, mais On n'est pas des super. non, en fait, on connaît pas tout. Voilà, Il y a un moment, on connaît c'est pas notre domaine en fait. Moi, c'est vraiment la santé. Moi, c'est tout ce qui passe à l'intérieur. Pour moi, tout ce qui reflète à l'extérieur, c'est de l'intérieur en fait. Et les cosmétiques, moi, je suis pas trop forcément pour. Parce que je me dis qu'on a beau mettre plein de choses, c'est l'intérieur en fait qui doit fonctionner. Si tout va bien, ce qu'on met dans notre corps, notre carburant, il marche bien, bah, ça se reflète sur notre visage, ça se voit sur notre peau, sur plein de trucs. Et après, on a beau se tartiner de crème. Voilà, moi je vais bientôt avoir 40 ans, j'ai jamais mis de crème anti-rides ou je sais pas quoi, ou machin. Moi je m'en fous, moi j'essaye de manger clean, manger bien, adapté à moi. C'est pareil pour les cheveux, on me dit qu'est-ce que tu fais? Ah, rien, j'ai un dop à 2 euros quoi. C'est tout, je fais jamais de masque et je déteste faire ces trucs là. Je suis pas du tout une fille pour ça. Voilà, moi je me lave les cheveux, parce qu'il faut se laver les cheveux, je les brosse avec une brosse et stop. Et puis le visage c'est pareil, je me démaquille le soir avec une eau micellaire démaquillante classique. Et puis je vais mettre une crème à l'aloe vera et stop. Je déteste passer du temps dans la salle de bain, c'est pas mon truc. Moi par exemple je vais faire plutôt les démaquillages à l'huile de noix de coco, mais parce que je suis de dominante Pitta et moi j'ai vraiment une peau hyper réactive, c'est-à-dire que rien que le fait, voilà, là j'ai pris l'avion, bah voilà, j'ai senti tout de suite les changements sur ma peau. Si je vais à Paris avec la pollution, c'est bon, j'ai des boutons à la seconde. Donc moi j'ai une peau vraiment hyper réactive et le seul produit démaquillant pour moi qui fonctionne, ça va être l'huile de noix de coco. Donc voilà, c'est vraiment de se frotter le visage à l'huile de noix de coco, les yeux c'est pareil. Après bien sûr, faut nettoyer les yeux, mais voilà, ça par exemple c'est le seul démaquillage doux vraiment pour une peau Pitta hyper réactive, par exemple, comme c'est mon cas. Alors une question de Julien qui nous dit que selon certaines écoles comme l'hygiénisme, on peut voir le cacao comme toxique et stimulant, donc possiblement épuisant. Qu'en pensez-vous? Alors, le cacao, effectivement, ça fait partie des excitants. Il y a différentes manières de le consommer et il y a surtout des dosages. C'est-à-dire qu'aucun aliment n'est le diable incarné en Ayurveda. Aucun aliment n'épuise, ça dépend juste de comment on le consomme et combien on en consomme. Donc le cacao a énormément de vertus, ça c'est sûr, il est quand même assez chauffant, plutôt aussi sur le côté amer. Donc par exemple le cacao cru entier, ça va être de temps en temps par exemple bénéfique quand même pour Pitta, un petit peu pour Vata, de temps en temps plutôt pour Kapha hein, quand même le cacao. Et en fait on en consomme juste de temps en temps, en toute petite dose. Voilà, ça sert à rien de s'enfiler des tablettes entières de chocolat cru ou même de cacao cru, de cosse en entier. C'est juste une question de dosage. C'est pareil, le café, ça n'a jamais tué personne, même en Ayurveda. Le café, c'est pas la mort, c'est pas du poison. Il faut juste pas en consommer trop souvent et puis ça dépend du profil de chacun. Par exemple, un kapha, un café par jour ou 1 ou 2 thés par jour, ça va très bien lui convenir parce qu'il lui faut ce côté stimulant en fait. Ça va lui faire du bien, alors qu'un Vata, tu lui donnes un café filtre, alors là c'est bon, il dort plus pendant 48 heures quoi. Donc c'est juste une question de s'arranger un petit peu. Et le cacao, c'est quelque chose d'extraordinaire, même au niveau vraiment énergétique du cacao. C'est utilisé dans beaucoup de traditions pour des vertus curatives. Donc non, c'est... voilà, les courants qui diabolisent plein d'aliments, c'est jamais bon signe en fait. Oui, le café, il peut être... Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont de nature kapha, ils ont besoin de leur café parce que ils ont un métabolisme qui est beaucoup plus lent, une digestion qui est lente, etc. Et donc, ils ont besoin de ce côté un peu booster pour pouvoir aller aux toilettes, etc. Donc, c'est des personnes, il ne faut peut-être pas leur enlever le café, hein, si c'est voilà, par jour. Par exemple, voilà. le café, c'est mieux en dehors des repas, par exemple, parce que c'est vrai que ça perturbe la digestion. Donc, c'est vrai que le café en fin de repas, c'est pas terrible. Si vous avez besoin d'un café en fin de repas, il faut se demander si vous ne vous sentez pas lourd parce que vous avez peut-être trop mangé ou pas mangé ce qu'il vous fallait pendant le repas. Le café, ça va plutôt être 2 heures avant, 2 heures après. Allez, 1 heure avant, 1 heure après si vraiment vous avez une bonne digestion. Mais sinon, oui, on peut en consommer tous les jours. Ça dépend juste comment vous vous sentez avec. Le café, il faut comprendre aussi que c'est un peu comme un desktop en fait. Ça fait une vidange gastrique.
Donc du coup, bah, votre estomac, il n'a même pas le temps de brasser les aliments, etc. Que déjà, on lui demande de tout évacuer, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, de boire du café après un repas. Pourquoi pas, oui, en dehors du repas, mais peut-être pas juste après. Voilà. Ouais. Alors, super question qu'on a eue aussi récemment de Julien, qui est CAFA et qui a une attirance démesurée, voire compulsive pour les chips. Ah ouais, bah oui, c'est normal. On en parlait en plus des chips et des trucs secs cet après-midi. Bah oui, parce que moi, j'ai juste derrière mon pita, j'ai quand même du CAFA. Et c'est vrai que je suis hyper attirée par tout ce qui croustille et tout ce qui est sec, gâteau sec, chips, etc. Parce que le CAFA, il a besoin de ce côté sec comme ça, parce qu'il a tendance à avoir beaucoup d'humidité en lui, beaucoup de choses, beaucoup de froid aussi. Il a besoin de ce côté croustillant comme ça. Ça, par exemple. Ouais, des chips Tortilla. c'est pas les miennes. Je les ai trouvés dans le tiroir de Céline. Je vous Non, jure. c'est pas moi. Bah, par exemple, tu peux faire tes tortillas maison, ça c'est possible de les faire sans faire frire. C'est pareil pour les chips, les faire au déshydrateur, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est à voir si c'est le côté sec ou si c'est le côté frit qui t'intéresse. Ou salé. Et salé, hein. Salé, ouais. Donc c'est plus ça qui est à voir parce qu'effectivement, manger des tortillas maison, des chips à maison, c'est pas trop un problème. En fait, ce qui est problématique dans les chips, c'est juste pour CAFA, c'est juste le sel et le gras. Ouais. Voilà, ça va être très problématique. Donc, si c'est plus le côté croustillant que tu aimes, etc., pourquoi pas essayer de faire autre chose. Moi, là, j'ai essayé aussi de faire Granola. du muesli granola au four. Voilà, et c'est vrai que pour CAFA, en général, le matin, si c'est des trucs un peu plus croustillants, c'est mieux que le porridge tout mou, plein d'eau, plein de lait, etc. Voilà. Lui, il aura tendance à manger des crêpes un peu plus sèches, par exemple. C'est le mode de cuisson qui va pas être le même en fonction des doshas. Donc CAFA a besoin de côté un peu plus sec, comme ça. Moi, j'aime bien ça. Ensuite... Impec. Alors. Qu'est-ce que j'avais d'autre, moi ? Ah oui, moi j'avais une question aussi d'une personne qui dit alors j'ai beaucoup de ballonnements et de constipation et pourtant je suis pita et ça veut dire quoi ? Je comprends pas, normalement je devrais avoir la diarrhée. Ah bah, moi, c'était mon cas pendant des années. De dominante pita avec ballonnement, constipation pendant des années et des années. C'est un déséquilibre Vata qui s'est vraiment logé au niveau du siège de Vata qui sont les intestins. Encore une fois, il y a beaucoup de choses liées à l'émotionnel, beaucoup de choses liées à l'angoisse, au stress, à l'anxiété de manière générale, à la peur. Et c'est plus ça qu'il faut aller voir en fait. Avant de... Voilà, bien sûr, tu peux être pita, bien sûr, il n'y a pas de souci, quoi. Hein, mais c'est vrai qu'il va plutôt falloir faire ce travail-là émotionnel. Après, au niveau de la stimulation digestive, tu peux toujours prendre du Triphala pendant 3 mois, 6 mois s'il le faut. Ça va vraiment t'aider au niveau de la constipation et de manger effectivement gras. Après, bien sûr, de faire du sport, de boire suffisamment, manger assez de fibres, etc. Mais pour les pitas qui ont ce genre de problème, c'est plus soit effectivement qu'il y a ce côté déséquilibre Vata qui est très fort, soit tu manges tellement chaud que tu t'es asséché de l'intérieur, tellement ton feu il est fort. Donc ça, c'est à toi de voir. Si tu es en surchauffe constante, c'est plus peut-être parce que tu manges tellement chaud que tu te brûles et tu t'assèches de l'intérieur. Mais ça revient au même parce que du coup, il va falloir relubrifier et refroidir de nouveau le terrain, quoi. Mais généralement, c'est plus lié à l'émotionnel chez les pitas qui sont constipés. Ouais, donc ça peut être soit émotionnel, soit une personne qui mange trop carné, par exemple, trop chauffant. Ça peut aussi provoquer... pas de gras, voilà. Voilà, quelqu'un qui mange pas de gras, ça la sèche. Quelqu'un qui mange trop de viande, de protéines animales, ça va l'assécher aussi. Ça peut, ouais. Parce que c'est brûlant, en fait. Oui, oui. Ça dépend des cas. Soit ça provoque de la diarrhée, soit ça dessèche carrément complètement les selles. Alors, j'ai eu aussi une question. Alors, attends, c'était quoi ? Je crois que je l'ai pas noté. Non, c'était une question sur le... Qu'est-ce que tu regardes ? Non. Combien d'années ? Oui, c'était une question sur la rétention d'eau. Oui. Et la personne qui me disait qu'elle avait tout le temps les doigts gonflés, surtout quand elle faisait du sport. Alors, ça vient de quoi ? Là, ça, c'est tout simplement le fait que quand on fait du sport, donc forcément l'organisme il chauffe et s'il chauffe trop par rapport à notre constitution, et ben, on va faire de la rétention d'eau, quoi. Hein.
Pareil, moi je suis Pita, là en été si je fais du sport, des choses comme ça, je vais devenir un vrai pipin d'homme, mais c'est normal, c'est mon organisme qui veut protéger en retenant l'eau pour éviter que l'intérieur de mon corps se mette à brûler, quoi. Hein. Donc c'est juste que voilà, si tu fais du sport, il vaut mieux faire en plein air, seulement s'il fait frais, et sinon plutôt préférer les sports d'eau, en tout cas dans un univers qui est plutôt frais. Voilà, impeccable. Désolée, hein, ça fait plus d'1 heure, donc c'est normal que ça bug. Hein. Donc ça va bugger un petit peu de temps en temps, mais voilà, on vous reprend. De toute façon, on a bientôt terminé. On va prendre encore quelques questions. De toute façon, ça sera rediffusé sur YouTube. Oui, tout ça, ça sera rediffusé de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. C'est dommage Donc, parce qu'il y a plein de super questions. Ouais, il y a plein de questions. Alors juste pour que tu termines, donc en gros, parce que moi je me suis retrouvée face à des personnes qui voulaient perdre du poids et du coup qui faisaient plein de sport et qui me disaient plus je fais du sport, plus je gonfle. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vais courir, etc. Je veux m'affiner, mais au final, C'est souvent qu'il y a un terrain inflammatoire en fait qui est là, quoi, et qui va venir titiller un petit peu la rétention d'eau. Donc il faut continuer à faire du sport. Après voilà, si c'est plus un terrain CAFA froid, il n'y a pas de souci. Si c'est un terrain Pita, effectivement, il va falloir quand même avoir les conditions optimales pour Pita, donc le frais ou proche de l'eau, etc. Mais en parallèle de ça, il faut une alimentation qui soit anti-inflammatoire autant que possible, parce que c'est qu'il y a un signe d'inflammation quand même. Hein. un Pita qui fait beaucoup de sport, c'est pas du tout indiqué en fait. Ah non, en été, surtout pas en plus. Hein, mais après, même en automne-hiver, il peut faire du sport quotidiennement, mais il faut, par exemple, tu vois, moi quand je fais du sport en hiver, je suis en short et en brassière, même s'il fait -10 dehors. Pareil. Parce que je veux surtout pas me surchauffer. Ah oui, oui. Il faut vraiment faire très attention à ça quand on est Pita, ouais. Moi j'aime bien faire beaucoup de sport. Moi aussi, mais tu vois, pendant une période. Non, mais là même, par contre, j'ai des là j'ai nausées, rien carrément. pu faire. Franchement, Ah non, ça non, fait 1 mois, je ne fais plus rien du Je tout. fais, mais je souffre. Ah non, là, je sens, c'est le premier été vraiment où je sens que mon Pita, il est vraiment là, il est vraiment revenu. Parce que je transpire beaucoup plus, etc. Non, je suis quelqu'un qui transpirait là, on jamais. est assise, etc. On Moi, parle, j'ai tu le vois, dos. Mais pareil, j'ai le Ça dos trempé, quoi. Enfin, voilà, et on n'est même pas en train de faire du sport, quoi. Ouais, il était à poil, il a pris la douche tout à l'heure. Le C'est sur Trifala. Instagram, si vous n'êtes pas allé voir, vous allez voir le cul de Pierre. Le Trifala, allez. Le Trifala. Le Trifala, les bienfaits du Trifala. Les bienfaits du Trifala. Alors, le Trifala, c'est un mélange de 3 baies. Donc, chaque baie correspond en fait à un dosha. Donc, c'est vraiment un mélange de plantes qu'on appelle tridochique, donc qui est bon pour tout le monde. Pris en excès, c'est quand même pas trop bon pour Vata sur une très longue période. Très longue période voulant dire plus de 6 mois. Mais le Trifala est très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, ça stimule un petit peu le métabolisme. Donc, les personnes qui ont un feu digestif qui est un peu faible, ça va leur faire du bien. Ça permet aussi de détoxifier, donc c'est vraiment un bon détoxifiant au niveau des intestins, et puis ça va stimuler vraiment la détox au niveau de tous les organes du corps, mais c'est des choses qui prennent un peu de temps, donc c'est généralement des cures assez longues d'au moins 3 à 6 mois, ce qui permet en fait de nettoyer vraiment en douceur au fur et à mesure des prises. Et surtout, ça stimule pour aller aux toilettes. Donc, en cas de constipation, par exemple, le Trifala est super indiqué. En parallèle, bien sûr, d'un régime anti-vata, donc assez gras et lubrifiant. Mais c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup aider au niveau de la constipation. Donc, même par exemple, on parlait avant des troubles émotionnels. En cas de troubles émotionnels, moi, j'aime beaucoup prescrire du Trifala parce que ça va vraiment permettre de nettoyer le tube digestif. Et vraiment travailler sur cette détox autour du 2e chakra, et c'est vraiment quelque chose qui va faire du bien. Alors j'avais une autre question aussi, ça c'était sur Instagram, et une personne qui me disait j'adore le cru depuis toujours et je peux pas m'en passer. Est-ce que tu crois vraiment qu'au bout d'un moment je vais irriter mes intestins? Tout dépend aussi de ta constitution, puis combien tu manges de cru. Généralement, les gens qui adorent le cru, qui peuvent pas se passer des salades, c'est généralement des Vata. Donc, c'est ceux pour lesquels c'est le moins indiqué. Voilà, il y a un moment, il faut savoir, automne-hiver, il faut vraiment faire super attention avec le cru. Vraiment, on n'a pas besoin de cru pendant la période froide. À quoi ça sert, quoi, hein. On peut à la rigueur manger du lacto fermenté, comme la choucroute, etc., si on la tolère. Mais sinon, le cru, c'est plus pour la saison chaude. Et oui, il y a un moment, ça devient irritant pour les intestins. Après, ça dépend effectivement des quantités, comment tu le manges, c'est quoi ton métabolisme, etc.
Voilà, moi j'ai encore récemment une amie qui a fait 6 mois de crudivorisme, frugivorisme et qui maintenant a les intestins complètement bousillés, quoi. Et ça a pris que 6 mois, donc... Ça dépend combien de temps ça prend. Ouais. T'en as qui sont au soleil, sur une île, qui mangent cru tout le temps, et depuis des années. Oui, ça passe, mais ça passera pas forcément très longtemps. Après, il y a quelques cas, effectivement, de personnes qui font des ultra-trails ou des choses comme ça, qui vivent en plus dans un endroit chaud et qui carburent que au cru. Bah oui, eux, ça va aller, mais c'est quelques cas par-ci par-là. Donc voilà, il faut écouter aussi son corps, les signaux qu'il donne. Il faut surtout pas continuer à manger du cru alors que peut-être ton corps donne des premiers signaux en fait que ça va pas, quoi. Alors, ce serait quoi les signaux que ça va pas? Moi, je les Ça va connais. être la fatigue, principalement tout de suite après le repas. La constipation, les ballonnements, ça peut aussi être des étourdissements au niveau vraiment avoir l'impression de ne pas avoir les idées claires. Et puis vraiment cette sensation de malaise, de mal-être au niveau de son ventre. Ça va être parmi les plus gros symptômes. Je suppose que toi, tu en as encore d'autres? Non, moi j'avais surtout ça en fait. Hein. Ouais. Fatigue, perte de cheveux. Perte de cheveux aussi. Ouais. Ouais, les ongles qui sont pas très jolis. Les ongles. La peau qui dessèche aussi, Ouais. ça va se remarquer. Ouais. Ouais. Bon, après, moi, la différence aussi, c'est quand je mangeais cru, je mangeais très peu de gras aussi. Hein. Alors, il y a une question par rapport aux grossesses. Mes goûts alimentaires ont changé à chacune de mes grossesses, 4 en tout. Est-ce qu'il est possible d'avoir changé de dosha entre la première et maintenant? Non, tu changes pas ton dosha de naissance. Alors c'est possible qu'il y ait un dosha qui se soit augmenté un petit peu à chaque grossesse. Ça peut avoir un lien avec la constitution de naissance de chacun de tes enfants qui a été présente, mais ça ne changera pas ta constitution de naissance. Alors, du coup, est-ce que pendant ta grossesse, si ton enfant a un dosha, est-ce que toi tu ressens le dosha de ton enfant? Est-ce que c'est peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Alors il y a une communication qui se fait. Moi je ne suis pas du tout une spécialiste des femmes enceintes parce que c'est vraiment toute une discipline à part. Dans l'Ayurveda, il y a vraiment tout ce qui est maternité, c'est vraiment une part entière de l'Ayurveda qui n'est pas la mienne. Mais c'est vrai qu'il y a une telle communication entre le bébé et sa maman qu'au niveau des doshas, forcément ça communique. Et alors, la période de grossesse, moi j'avais entendu dire que c'était une période vata. L'utérus il est vata, mais toi t'es kapha, c'est ça? L'utérus il est vata, mais toi t'es kapha. Ouais. Bah, en fait, le tempérament de la femme enceinte, c'est plutôt kapha, tu vois. Oui, ça va plutôt être kapha parce qu'on est sur une période de construction. De création de tissu, donc ça va être plutôt à dominante kapha. D'où le fait que beaucoup de femmes enceintes prennent du poids. Mais que l'utérus, en fait, avait besoin quand même de beaucoup de gras. Ah oui, bien sûr. Hein, ça effectivement, il faut... C'est pour ça que c'est très compliqué quand même la grossesse parce qu'il faut vraiment faire attention au côté réjuvénation pendant la grossesse. Donc les femmes vont vraiment beaucoup soigner, en tout cas en Inde de manière traditionnelle, on va beaucoup s'occuper d'elles, beaucoup les masser, leur faire boire beaucoup de lait chaud avec des épices, prendre soin d'elles, effectivement avoir ce côté très onctueux. Et on n'a pas de problème avec le fait que ça augmente un petit peu kapha parce que justement c'est le but, c'est la construction de tissu, que le bébé aille bien. Donc prendre un peu de poids pendant une grossesse, c'est tout à fait normal, c'est même indiqué quoi, en Ayurveda où on va vraiment cajoler la femme enceinte autant que possible, la mettre au calme et vraiment prendre soin d'elle et vraiment éviter absolument tous les stress, donc tous les déséquilibres vata, on va vraiment faire très très attention à ça pendant la grossesse parce que ça peut conduire effectivement à des prématurés, des choses comme ça, des maladies chez l'enfant. Ouais, moi j'avais entendu dire, c'était dans les tribus, ils disaient pour faire des beaux bébés, il faut manger bien gras. Ils disaient ça, manger gras pour faire des beaux bébés. Ouais. On a d'autres questions, monsieur? Peut-être une dernière? Allez, on la fin une dernière. Voilà, Lucie qui est du Lucie. Québec. Coucou. Salut Lucie. Salut. Est-ce qu'on a un peu des 3 doshas dans notre système au final? Ah bah complètement, toujours. On est mort s'il manque un dosha oui. en fait. Chacun si t'as pas la terre, t'as pas de muscles, t'as pas d'os. Si t'as pas l'eau, bah t'as pas le sang, etc. Voilà, si t'as pas le feu, t'as pas la digestion. Si t'as pas l'air, t'as pas la respiration. Et si t'as pas l'espace, t'as pas de corps en fait. Voilà, non, les 3 doshas sont chez chacun. C'est juste en fait une question d'équilibre. Il y a des doshas plus ou moins dominants. On peut parler de pourcentage chez chaque individu, mais les 3 sont absolument nécessaires et fondamentaux chez chacun. Oh, Voilà, je pense qu'on a fini avec les questions.
Merci à tous en tout cas de voilà, toutes les questions que vous avez posées et puis de l'intérêt que vous avez. En tout cas les questions, il y en avait vraiment des super précises, donc ça fait plaisir de voir que vous vous appropriez carrément les concepts de l'Ayurveda et que vous mettez tout ça en pratique. Hello. Voilà, il était là en coulisses, c'est lui qui nous a aidés. L'homme de la situation technique. L'homme de l'ombre. L'homme qui a le cul à l'air. Ouais, voilà. En tout cas, voilà, nous, on va bientôt vous mettre en ligne donc, ce fameux module cuisine là, sur la formation de l'Ayurveda. On va travailler dessus cette semaine. Voilà, si vous avez déjà pris la formation, et je pense que ça va sortir tout bientôt. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait la formation, je pense que ça vous intéressera beaucoup. En tout cas, il y aura vraiment beaucoup de pragmatisme dans ce module sur la cuisine. Là, de toute façon, on va se retrouver sur Facebook. Et aussi sur Instagram et aussi sur YouTube. Donc voilà, moi après je vous poste un petit peu des choses. Sur l'Instagram de Christelle aussi, il y a plein de choses. Et là sur YouTube, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Christelle, on va vous faire plein de petites vidéos de sujets. Donc si vous avez des idées de sujets aussi à traiter, pourquoi pas, hein, dites-le nous dans les commentaires ou dites-nous en message si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite vraiment beaucoup plus en détail. On va s'amuser, on a déjà fait toute une liste de sujets qu'on va vous traiter, donc ça va être super sympa. Et puis nous, on vous souhaite une belle soirée, on vous fait plein de gros bisous et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.